Il y a une promesse d'aventure dans la nature sauvage, mais aussi du danger. Les derniers messages désespérés d'un randonneur perdu, le voyage fatal d'un aventurier, une simple sortie sur un sentier bien connu, tous ont rencontré un destin cruel sous l'emprise de la nature. Explorons certaines des morts les plus tragiques de l'histoire des aventures en plein air. Nous étions le 2 août 2023 et le docteur Dave Hogbin et sa famille approchaient de la fin de leur voyage d'un mois en caravane. Dave, son épouse Jane et leurs 3 jeunes fils avaient passé ce mois à explorer l'extrême nord du Queensland et ses paysages sauvages spectaculaires. Ce jour-là, ils visitaient Crocodile Bend, une zone bien connue le long de la rivière Annan près de Cooktown. Cette rivière abritait de grands crocodiles d'eau salée, mais restait une destination prisée des touristes. La famille marchait le long d'un sentier aménagé sur la berge, profitant d'un après-midi ordinaire. Rien ne laissait présager la tragédie qui allait se produire. Le docteur Dave Hogbin, père dévoué et médecin généraliste respecté, était connu pour sa compassion, son intelligence et son goût pour l'aventure. À 40 ans, il avait bâti une vie consacrée à sa famille et à sa profession médicale, travaillant aux côtés de son épouse Jane dans une clinique à Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud. Passionné de plein air, il organisait régulièrement des voyages de camping avec sa femme et leurs enfants, préparant chaque aventure avec minutie. Le 2 août, alors que Dave marchait sur la berge, à environ 5 mètres au-dessus de la rivière, une portion du sentier s'effondra soudainement sous ses pieds. En un instant, il perdit l'équilibre et chuta dans les eaux troubles en contrebas. Le terrain tropical dense, combiné à la pente abrupte et glissante de la berge, rendit toute tentative de remontée pratiquement impossible malgré sa stature athlétique. Jane, qui marchait à proximité, entendit le bruit de la chute et accourut au bord de l'eau. Voyant son mari en difficulté, elle descendit aussitôt pour tenter de l'attraper et le tirer hors de l'eau. Elle réussit à saisir son bras, luttant pour le ramener sur la rive. Mais le sol était instable et elle commença elle aussi à glisser vers l'eau. Conscient qu'elle risquait de tomber à son tour, Dave prit une décision déchirante. Il lâcha son bras. En quelques secondes, un immense crocodile fit surface et l'entraîna sous l'eau. L'attaque fut foudroyante. Jane, toujours agrippée à la berge instable, assista impuissante à la disparition de son mari. Elle hurla à l'aide, mais personne ne pouvait intervenir. Heureusement, leurs enfants n'assistèrent pas directement à la scène. Leur tante et leur oncle, présents sur place, les protégèrent du drame qui se déroulait sous leurs yeux. Malgré des recherches immédiates, la rivière Annan resta impitoyable. Dans les jours qui suivirent, les autorités du Queensland mirent en place une vaste opération de recherche pour retrouver Dave. Les Rangers localisèrent bientôt un crocodile de 5 mètres dans un ruisseau voisin reconnaissable à une cicatrice distinctive sur son museau. L'animal fut abattu et, lors de l'examen, des restes humains furent découverts à l'intérieur. Bien que l'identification officielle ne soit pas encore confirmée, tout portait à croire qu'il s'agissait de Dave. Des analyses complémentaires viendraient corroborer cette hypothèse dans les jours suivants. La perte de Dave Hogbin bouleversa profondément sa famille, ses amis et la communauté au sens large. Ses collègues du centre médical Jewels le décrivaient comme un homme compatissant et altruiste, toujours prêt à aider les autres. Jane, quant à elle, évoqua les derniers instants de son mari avec une douleur immense, mais aussi une profonde admiration. Elle se souvenait de ses paroles finales, lui criant qu'elle était en train de tomber elle aussi. Son ultime décision, bien que tragique, lui avait sauvé la vie. Elle s'en sortit indemne ce jour-là, mais au prix d'une perte inimaginable. Une campagne GoFundMe, créée initialement pour soutenir Jane et ses enfants, permit de récolter plus de 160 000 $. La générosité des amis, des patients et d'inconnus leur offrit un soutien financier et du temps pour traverser leur deuil et réapprendre à vivre sans Dave. Les autorités mirent fin aux recherches de restes supplémentaires et préparèrent un rapport pour le coroner. Dave n'avait ni péché ni pris de risques inconsidérés. Il marchait simplement en famille lorsque le sol s'effondra sous lui. Le 5 août 2023, Rachel Morin, une mère de 5 enfants âgée de 37 ans, partit pour son jogging habituel sur le Ma and Pa Trail dans le comté de Harford, dans le Maryland. Mais cette fois, elle ne revint jamais. La découverte de son corps le lendemain bouleversa la communauté et déclencha une chasse à l'homme à l'échelle nationale pour retrouver l'auteur de son meurtre brutal. Rachel était le cœur de sa famille et une source de joie pour son entourage. Décrite par ses proches comme l'âme de la fête, elle avait une énergie contagieuse et un don naturel pour faire rire les autres. Passionnée de mode, de marathons et de moments intenses, elle croquait la vie à pleines dents. Ses amis et sa famille la connaissaient comme une femme qui répandait la bonne humeur partout où elle passait.
Le 5 août, Rachel décida d'aller courir sur le Ma and Pa Trail, un sentier très fréquenté par les randonneurs et les coureurs. Ce chemin lui était familier. Elle l'avait parcouru de nombreuses fois auparavant. Vers 18h, elle arriva au départ du sentier, sur William Street, gara sa voiture et se lança dans ce qui devait être un simple jogging. Mais les heures passèrent et Rachel ne rentra jamais chez elle. Son absence inquiéta immédiatement ses proches. À 23h20, son compagnon, Richard Tobin, signala sa disparition. Les recherches commencèrent aussitôt, mobilisant amis, familles, bénévoles et forces de l'ordre, tous parcourant le sentier à la recherche du moindre indice. Le lendemain, la recherche prit un tournant tragique. Vers 13h, le 6 août 2023, le corps de Rachel fut retrouvé en retrait du sentier, à environ 20 à 25 mètres du chemin principal. La scène du crime ne laissait aucun doute. Elle avait été victime d'une attaque d'une extrême violence. Les rapports médicaux révélèrent plus tard qu'elle avait subi un traumatisme crânien sévère avec des blessures si graves qu'un enterrement à cercueil ouvert était impossible. Une traînée de sang laissait supposer qu'elle avait été attaquée puis traînée jusqu'à cet endroit isolé. Les enquêteurs conclurent rapidement qu'elle avait été ciblée et qu'elle avait subi un niveau de violence si brutal qu'il choqua même les officiers les plus expérimentés. Le bureau du shérif du comté de Harford lança une investigation de grande ampleur, appelant le public à fournir toute information susceptible d'aider à identifier le meurtrier. En l'espace d'une semaine, des centaines de témoignages affluèrent, mais l'identité du coupable demeurait inconnue. L'affaire prit une dimension nationale alors que les autorités redoublaient d'efforts pour retrouver l'agresseur. Des images de vidéosurveillance, des analyses médico-légales et des témoignages furent exploités pour reconstituer le drame. Puis, une avancée décisive eut lieu. L'ADN retrouvé sur le corps de Rachel correspondait à celui relevé sur les lieux d'une agression et d'une intrusion dans un domicile à Los Angeles, survenu quelques mois plus tôt. Cette révélation permit aux enquêteurs d'identifier un suspect. Victor Martinez Hernandez, un Salvadorien de 23 ans. Il était entré illégalement aux États-Unis à plusieurs reprises. Après une traque intensive de 10 mois, le 14 juin 2024, les forces de l'ordre retrouvèrent Martinez Hernandez à Tulsa, dans l'Oklahoma. Il se trouvait dans un bar lorsque les agents l'interpellèrent. Même à ce moment-là, il tenta de mentir sur son identité, mais les preuves contre lui étaient irréfutables. Il fut extradé vers le Maryland où il fait désormais face à des poursuites pour le meurtre de Rachel. La mort de Rachel a laissé un vide immense dans sa famille, sa communauté et bien au-delà. Sa mère, Patty Morin, exprima un soulagement amer après l'arrestation du suspect, reconnaissant que, bien que la justice suive enfin son cours, cela n'atténuait en rien la douleur de la perte de sa fille. Les autorités locales annoncèrent des mesures pour renforcer la sécurité du Ma and Pa Trail, notamment l'installation de caméras de surveillance sophistiquées afin de protéger les coureurs et les randonneurs. Cette affaire raviva également les débats nationaux sur la sécurité aux frontières et la criminalité, étant donné les antécédents d'entrées illégales et les violences antérieures du suspect. Alors que le procès suit son cours, les proches de Rachel continuent de pleurer son absence, espérant que la justice apportera une forme de réconfort à leur chagrin. En avril 1994, Sheik Exley, âgé de 45 ans, était considéré comme l'un des plongeurs spéléologues les plus accomplis au monde. Professeur de mathématiques de profession, il avait consacré sa vie à l'exploration des grottes sous-marines. Mais même son immense expérience ne put le sauver lors de sa dernière plongée, une tentative d'atteindre le fond de Zacaton, un cénote d'eau douce du nord-est du Mexique, réputé être le plus profond de son genre au monde. Ce qui s'est réellement passé dans ces profondeurs reste l'un des grands mystères de la plongée en eau profonde. À 23 ans, Sheik comptait déjà plus de 1000 plongées en grotte à son actif, un chiffre qui dépasserait les 4000 au cours de sa carrière. Ses ouvrages devinrent des références incontournables pour les plongeurs du monde entier, jetant les bases des protocoles modernes de sécurité en plongée souterraine. Membre du prestigieux Explorers Club, il collaborait avec National Geographic et le National Geodetic Survey sur divers projets d'exploration. Son engagement allait au-delà de l'exploration. Il participa au repêchage de plus de 40 corps dans des cavités sous-marines, ce qui lui valut le titre honorifique de shérif de l'Association des shérifs de Floride. Le 6 avril 1994, jour de sa dernière plongée, Exley était accompagné de Jim Bowden. Leur plan était simple mais extrême. Chacun descendrait en autonomie le long de lignes de guidage lestées en utilisant des techniques similaires. Le cénote, atteignant plus de 330 mètres de profondeur, restait largement inexploré. Si Exley réussissait, il établirait un nouveau record du monde de plongée en profondeur. Au départ, tout se passa comme prévu.
Bowden, qui descendait légèrement en avance sur Exley, surveillait attentivement sa consommation de gaz. Vers 266 mètres de profondeur, il réalisa que sa consommation était plus élevée que prévu. Conscient du danger, il prit la difficile décision d'abandonner la descente à 274 mètres et entama sa longue remontée pour la décompression. Exley, lui, poursuivit sa descente. 18 minutes après le début de la plongée, l'équipe de soutien en surface remarqua quelque chose d'inquiétant. Le flux régulier de bulles en provenance de la ligne d'Exley s'était interrompu. Pendant ces 9 heures de décompression, Bowden observa que les bouteilles de décompression d'Exley restaient intactes, toujours attachées à la ligne. Il comprit alors ce que cela signifiait. Exley n'avait pas survécu. Le lendemain, les membres de l'équipe retournèrent sur place pour récupérer le matériel. La ligne de guidage d'Exley, alourdie par ses bouteilles de plongée en acier, restait tendue sous l'eau. Une opération de récupération fut mise en place et 2 jours plus tard, en remontant la ligne, le corps d'Exley refit surface. Ce qu'ils découvrirent souleva plus de questions qu'il n'apporta de réponse. Son corps était enchevêtré dans la ligne de guidage, celle-ci étant enroulée plusieurs fois autour de ses bras et des robinets de ses bouteilles latérales. Son masque était toujours en place et tout son équipement était intact. La ligne n'avait pas obstrué ses bouteilles dorsales ni sa plaque de fixation. Son ordinateur de plongée, fixé à son poignet, indiquait une profondeur maximale atteinte de 276 mètres, bien en deçà de son objectif de 305 mètres. La cause exacte de la mort d'Exley ne fut jamais déterminée avec certitude. Certains experts évoquèrent le syndrome nerveux des hautes pressions, une affection qui peut provoquer des tremblements, des troubles cognitifs et des pertes de conscience à des profondeurs extrêmes. Les effets narcotiques de l'azote à cette profondeur auraient pu aggraver son état, altérant son jugement et ses capacités motrices. D'autres avancèrent l'idée qu'Exley s'était intentionnellement enroulé dans la ligne, ayant compris qu'il ne survivrait pas et voulant éviter que son corps ne soit irrécupérable. L'hypothèse la plus probable est qu'il ait manqué de gaz de fond, perdu le contrôle de sa flottabilité et ait été incapable de remonter. Il était perçu comme quasi invincible, un explorateur ayant survécu à d'innombrables situations extrêmes et ayant posé les bases des techniques de plongée sécurisée. Une cérémonie commémorative fut organisée à l'Ortega United Methodist Church, à Jacksonville, sa ville natale. Des hommages affluèrent de la part de plongeurs, d'élèves et d'explorateurs qui avaient été inspirés par son travail et ses exploits. Pour beaucoup, il était le pionnier de la plongée souterraine et un homme dont l'expertise avait façonné la discipline. Pour ceux qui avaient suivi sa carrière, il y avait une certaine ironie tragique dans la façon dont il perdit la vie. Il avait toujours repoussé les limites de l'exploration sous-marine et il mourut en faisant ce qu'il aimait le plus. Son héritage perdure à travers les protocoles de sécurité qu'il a contribué à établir, les plongeurs qu'il a inspirés et les profondeurs inexplorées qu'il a osé braver. Le 13 novembre 2015, le lieutenant-colonel Henry Worsley se lança dans une expédition ambitieuse que peu avaient osé tenter. Cet explorateur britannique de 55 ans, vétéran chevronné des expéditions polaires, avait pour objectif de devenir le premier homme de l'histoire à traverser l'Antarctique en solitaire, sans aide et sans assistance. Son voyage s'inspirait de son héros de toujours, Sir Ernest Shackleton, dont la propre traversée de l'Antarctique était restée inachevée un siècle plus tôt. Déterminé à honorer son héritage, Henry entreprit une éprouvante traversée de 80 jours à travers le continent glacé, tirant derrière lui un traîneau de 150 kg contenant toutes ses provisions. Né le 4 octobre 1960, Henry avait passé 36 ans au sein de l'armée britannique avant de se consacrer pleinement à l'exploration polaire. Il avait dirigé plusieurs expéditions retraçant les itinéraires des explorateurs légendaires tels que Shackleton et Roald Amundsen. Sa passion pour l'Antarctique était profondément personnelle, liée à son admiration pour ces pionniers du début du XXe siècle qui avaient osé s'aventurer dans l'inconnu. Mais au-delà du défi physique, ce voyage était pour lui un hommage, une mission pour repousser les limites de la résilience humaine tout en collectant des fonds pour le Endeavour Fund, une organisation venant en aide aux militaires blessés. Le 13 novembre 2015, Henry arrive sur son point de départ, l'île Berkner. Dès les premiers jours, l'expédition se révéla plus difficile que prévu. Le terrain antarctique était implacable et les fréquentes tempêtes de neige réduisaient sa visibilité. Chaque pas demandait un effort colossal alors qu'il traînait son traîneau à travers ces étendues désertiques. Contrairement aux explorateurs ayant utilisé des cerfs-volants ou des chiens pour les aider, Henry ne comptait que sur sa propre force. Mais il continua d'avancer, jour après jour, semaine après semaine. Son corps s'affaiblissait sous des conditions extrêmes, la fatigue et l'usure devenant de plus en plus visibles.
À la mi-janvier, après 69 jours de marche et un exploit de 1470 km parcourus, il était tout proche de son objectif. Il ne lui restait plus que 48 km avant d'atteindre la barrière de Ross. Mais au 70e jour, Henry ne put plus avancer. Épuisé et gravement déshydraté, il resta dans sa tente pendant 2 jours, espérant retrouver des forces. Lorsqu'il comprit que son corps avait atteint ses limites, il prit la décision déchirante d'appeler à l'aide. Une équipe de secours intervint et l'évacua vers le camp de base de Union Glaciaire avant de le transférer à la Clínica Magalhães à Punta Arenas, au Chili. Initialement, les médecins pensèrent qu'il souffrait de déshydratation et de malnutrition, mais des examens révélèrent une affection bien plus grave. Une péritonite bactérienne, une infection du péritoine qui peut être fatale si elle n'est pas traitée rapidement. L'infection s'était déjà propagée, entraînant une défaillance progressive de ses organes. Malgré une intervention chirurgicale, le corps de Henry était trop éprouvé. Le 24 janvier 2016, seulement un jour après son évacuation, il succomba à une défaillance multiviscérale. L'homme qui avait repoussé les limites du possible pour accomplir son rêve s'éteignit à l'âge de 55 ans. Les hommages affluèrent du monde entier. Le prince William, qui avait soutenu son expédition, exprima sa profonde tristesse en le décrivant comme un homme d'un courage et d'une détermination extraordinaire. Avec son frère le prince Harry, il promit d'apporter son soutien à Joanna, la veuve de Henry, ainsi qu'à leurs enfants Max et Alicia. Ses pères louèrent l'exploit qu'il avait tenté d'accomplir. L'explorateur polaire Penn Hadow déclara que son défi était sans doute l'une des formes de voyage les plus extrêmes sur Terre. Bear Grylls, célèbre aventurier, le qualifia de l'un des hommes les plus forts et les plus courageux. L'armée britannique, où Henry avait passé la majeure partie de sa vie, pleura la perte d'un officier dévoué et d'un leader inspirant. Mais son héritage ne se résuma pas aux hommages. Grâce à son expédition, Henry avait récolté plus de 100 000 livres sterling pour le Endeavour Fund, une cause qui lui tenait particulièrement à cœur. En 2017, il fut à titre posthume décoré de la médaille polaire, une distinction honorant sa contribution à l'exploration antarctique. La même année, sa famille se rendit sur l'île de Géorgie du Sud, un lieu cher à Henry, pour y disperser ses cendres près de la tombe de Shackleton, l'homme qui avait inspiré son destin. Le 23 avril 2013, Géraldine Larguet, 66 ans, se lança dans l'aventure de sa vie, déterminée à conquérir le sentier des Appalaches. Mais ce qui devait être un exploit personnel triomphant se transforma en un drame déchirant. Géraldine, connue sous le surnom de Jerry par ses proches, entama un voyage dont elle ne reviendrait de jamais. Jerry était une infirmière retraitée de l'US Air Force, originaire de Brentwood, Tennessee, une femme chaleureuse et pleine d'entrain. Elle débordait d'optimisme, d'un amour profond pour l'aventure et rêvait depuis longtemps de parcourir ce sentier mythique. Son mari, George, la soutenait dans son périple, la rejoignant régulièrement à des points de ravitaillement pour lui apporter provisions et encouragement. Bien qu'elle ait une certaine expérience des longues randonnées, elle n'était pas une survivaliste aguerrie. Elle comptait avant tout sur sa préparation, ses cartes et la bienveillance des autres randonneurs. À l'été 2013, sa compagne de randonnée dut abandonner l'expédition pour une urgence familiale. Plutôt que de renoncer, Jerry choisit de continuer seule. Fin juillet, elle était presque arrivée au bout de son périple, à seulement quelques semaines de Mount Katahdin, dans le Maine, son objectif ultime. Le matin du 22 juillet, elle passa devant un abri de randonneurs, dernière fois où elle fut vue en vie. Peu après, elle quitta le sentier et ne parvint jamais à y retourner. À 11 h, ce matin-là, elle tenta d'envoyer un message à George. Elle expliquait qu'elle était perdue, qu'elle avait quitté le sentier pour aller aux toilettes et demandait qu'il contacte l'Appalachian Mountain Club, AMC, pour voir si un agent d'entretien des sentiers pouvait l'aider. Elle estimait se trouver au nord de Woods Road, mais le message ne fut jamais délivré. Elle tenta de grimper sur un terrain plus élevé pour trouver du réseau et renvoya plusieurs fois son appel à l'aide. Le lendemain, elle essaya à nouveau, expliquant qu'elle était perdue depuis la veille à 3 ou 4 miles du sentier et qu'elle avait besoin de la police pour savoir quoi faire. Mais son téléphone ne captait aucun signal, les jours passèrent et Jerry rationna ses vivres, essayant de retrouver son chemin. Finalement, elle trouva une clairière à la lisière d'un terrain appartenant à l'US Navy et y installa un campement. Elle rassembla des branches et des aiguilles de pin pour garder sa tente au sec, tendit une couverture de survie entre des arbres pour s'abriter et tenta de signaler sa présence. Elle essaya de faire du feu, brûlant du bois et des broussailles pour que les secours aperçoivent la fumée. Mais les équipes de recherche, gênées par de fortes pluies et la densité de la forêt, ne la trouvèrent jamais. Au moins 3 chiens de recherche passèrent à moins de 100 mètres de son campement, mais la végétation dense masqua sa présence. Elle tint un journal consignant ses jours de survie. Les semaines passèrent.
Dans ses écrits, elle laissa un ultime message à ceux qui retrouveraient un jour son corps. Elle demandait qu'on prévienne son mari, George, et sa fille, Kerry. Peu importait le temps que cela prendrait, elle souhaitait simplement qu'ils sachent où et comment elle était morte. Sa dernière entrée était datée du 18 août, 26 jours après sa disparition. À ce moment-là, elle avait succombé à la faim et à l'exposition, seule dans la forêt, à seulement 2 miles, 3 km, du sentier des Appalaches. Pendant plus de 2 ans, son destin resta un mystère. Les équipes de secours fouillèrent la région, suivant des indices laissés par des randonneurs et examinant chaque piste possible. George, bien que dévasté, finit par accepter l'idée que sa femme avait péri dans cette nature sauvage qu'elle aimait tant. En octobre 2015, un forestier travaillant près du terrain de la marine tomba sur une tente effondrée. À proximité, un crâne humain reposait dans un sac de couchage. Un sac à dos vert, un journal couvert de mousse et divers effets personnels confirmèrent l'identité des restes. Jerry Larguet avait enfin été retrouvé. L'examen médical conclut à une mort par exposition. Sa famille, bien que brisée par le chagrin, exprima sa gratitude envers ceux qui avaient cherché Jerry sans relâche. À l'endroit où elle avait passé ses derniers jours, ils placèrent une croix en mémoire de son courage et de son ultime combat pour survivre.